Bienvenue donc pour ce webinaire Recherche Midi consacré à la stratégie nationale sur la circulation des données et des identifiants. Merci beaucoup à Chloé Fabre et Véronique Stoll d'intervenir ce matin. Donc Véronique Stoll est directrice nationale des données de la recherche. Chloé Fabre est coordinatrice nationale identifiant et données de pilotage recherche. Ce webinaire s'inscrit dans la continuité de celui qui avait été organisé par la commission recherche de la DBU en février 2025, lors duquel Isabelle Blanc était venue nous présenter déjà à l'époque la stratégie nationale pour les identifiants pour la recherche. Et voilà, l'idée c'est d'actualiser ce point, de faire le point aujourd'hui sur cette stratégie, où on en est et quelles sont les perspectives voilà, pour cette stratégie qui est importante pour l'ensemble de nos établissements. Sans plus tarder, je laisse la parole à Chloé et Véronique. Vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat et nos intervenantes y répondront volontiers à la fin de leur présentation. Merci Jean-Marie. On va effectivement faire cette présentation à deux voix. Je vais commencer pour donner un petit peu l'introduction et puis le cadre général de la stratégie autour de la circulation des données et des identifiants. Chloé ensuite développera la partie vraiment Ernest et puis je conclurai sur l'organisation et les impacts en fait organisationnels de l'ensemble de cette stratégie dans les établissements. Alors, en guise d'introduction, je voulais redonner quand même quelques éléments de contexte. Vous m'avez déjà entendu sur les identifiants très souvent. Là, on se place dans le cadre général des mesures de simplification de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on est dans un cadre large qui va couvrir aussi bien les modalités d'exercice en fait des tutelles dans toutes leurs dimensions. Alors, on a les aspects stratégie, financiers, simplification du cadre de gestion globale. On a aussi des aspects très opérationnels, fameuse DGG, mais aussi des éléments sur ce qui est santé et sécurité au travail, PPST, etc. Et donc, c'est vraiment bien le prisme de la recherche qui est placé au centre, ce qui explique un pilotage fort du côté de la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Et par ricochet, l'ambition est vraiment de conduire à une transformation profonde d'un côté métier et pas une juxtaposition en fait de projets en silo et on va y revenir. Donc, cette stratégie circulation identifiant, elle a son volet, son projet phare, vraiment Ernest, mais Ernest n'est vraiment qu'un volet de la politique globale de simplification, même si c'est sans doute un des volets les plus visibles et en tout cas les plus importants, les plus impactants sur nos métiers. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment très contente aujourd'hui d'avoir cette possibilité de vous présenter la trajectoire d'échanger avec vous sur ces projets parce qu'on tenait vraiment à réserver la première session de présentation d'Ernest et on va le faire dans bien d'autres cadres aussi, mais on tenait à la réserver vraiment au métier des bibliothèques et à avoir avec la DBU un canal de discussion et là aussi pour se permettre des allers-retours et on se réjouit vraiment aussi que la DBU puisse rejoindre le comité d'orientation de cette stratégie qui se réunira la semaine prochaine et on vous en parlera également dans l'ensemble de la comitologie. Alors pour entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur la donnée. Alors la donnée, vous le savez bien, c'est aujourd'hui maintenant on en parle vraiment d'actifs stratégiques. Et ça exige une gouvernance structurée, partagée, parce qu'en elle-même, une donnée n'a pas de signification si on lui donne pas un contexte et une interprétation. Et l'information, elle émerge vraiment quand on organise, quand on contextualise les données pour leur donner un sens. Donc là, on a vraiment un enjeu qui est de définir un mode de fonctionnement qui mettra bien la donnée au centre du pilotage, tant des tutelles que des établissements. Et j'aime bien aussi insister sur la notion de confiance, parce qu'on sait à quel point cette notion aujourd'hui peut être sujette parfois à caution et avec une décrédibilisation de la science, etc. On connaît bien dans nos métiers la désinformation. Et donc, avoir des données fiables, des données de confiance, ça participe vraiment à ce lien global entre la science et la société. Alors, globalement, on a une importance communément partagée sur l'importance de la donnée, mais on constate aujourd'hui que les données restent dispersées dans des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. Donc des données non standardisées, cloisonnées, et ça a de multiples conséquences. Du côté des équipes de recherche, c'est ressaisi plusieurs fois des mêmes informations. Les établissements passent de leur côté un temps précieux à reconstituer manuellement des données qui sont déjà existantes. Ça veut dire en clair peu de pilotage par la donnée dans les établissements.
Et du point de vue des tutelles, hein, et ça a été mis en exergue dans les différents rapports, notamment la Cour des comptes, bah, globalement, les tutelles peinent à avoir une vue globale de leurs unités. Pour les établissements multitutelles, c'est encore plus complexe. Les données sont éclatées entre plusieurs systèmes avec une cohérence, on va dire, qui reste à améliorer. Mais on est bien là sur une stratégie qui n'est pas, dont le propos, on va dire, n'est pas de remplacer, voilà, des systèmes d'information existants, mais bien de répondre à un enjeu différent. Donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les données circulent mieux. Donc, c'est un enjeu de circulation des données et pas de création ou on va dire, de mise à jour de systèmes d'information qu'on pourrait ensuite généraliser. Et c'est important de distinguer l'ESI décisionnel, dont on est vraiment sur un objectif de pilotage propre d'un établissement, d'aide à la décision sous l'angle de l'établissement, et à côté de ce SI décisionnel, eh bien, on a les problématiques de circulation et d'échange des données. Et ces deux sujets-là ne répondent pas du tout, en fait, hein, aux mêmes finalités. Alors, je vais revenir à mes chers identifiants. Les identifiants persistants se trouvent évidemment au cœur de la stratégie, hein, parce que on est derrière sur l'idée d'identifier de manière unique chaque acteur et de relier les données entre elles. Et là, ce qui va nous intéresser pour la stratégie circulation des données, on va être sur ORCID pour les contributeurs de la recherche et sur OR pour les structures. Donc ces identifiants, encore une fois, ce ne sont pas des éléments techniques, hein, c'est vraiment grâce à eux que chaque acteur, un chercheur, une structure, etc., est identifié de manière univoque, donc pour automatiser les échanges et éliminer les ressaisies. Donc c'est cette infrastructure vraiment invisible, transversale, qui relie d'un côté les données scientifiques de recherche, hein, telles on les connaît bien sous l'angle vraiment produit de la recherche, et de l'autre, les données institutionnelles de pilotage de la recherche. Donc, c'est la clé de voûte pour passer d'un système fragmenté à une circulation efficace des données. Si on se recentre sur la stratégie circulation des données identifiants, qui recoupe bien sûr en partie les actions mises en place autour des identifiants eux-mêmes, on est sur plusieurs objectifs. Bien sûr, améliorer la visibilité, hein, la traçabilité des résultats de la recherche, donc identifiants internationaux, alignement sur les principes FAIR, etc., etc. On est sur le partage de données multisources en utilisant vraiment les identifiants comme point de référence et d'ancrage commun. Là, l'objectif, c'est vraiment d'assurer une donnée de qualité, hein, et encore une fois, notion de qualité, de confiance, tout ça c'est lié, et une forte interconnexion dans tout l'écosystème de la recherche, là aussi, pour que l'information circule entre l'ensemble des acteurs. On est bien sûr sur la réduction de la charge administrative pour les chercheurs et les unités. C'est le principe du dites-le nous une fois. La donnée saisie une seule fois par le bon acteur au bon endroit, réutilisable partout, et avec les briques de base, hein, ORCID, ROR, DOI, que ce soit du datasite ou du Crossref. Et là, on revient à l'idée de départ. La donnée de pilotage joue vraiment pleinement son rôle d'actif stratégique en devenant gouvernée au niveau des établissements et des tutelles. Et donc, ce principe du dites-le nous une fois sur lequel repose toute la stratégie va permettre d'assurer cette fluidité des échanges sans imposer le SI, un SI unique, hein, et donc on évite par là le SI unique. Donc de réduire la charge administrative, bien sûr. Et point important aussi, constituer un capital commun de données en agrégeant des sources diverses. Et ça, c'est un élément très important de cette stratégie-là. Et Ernest en est emblématique. C'est que on s'accorde, quels que soient les tutelles et les établissements ONR, universités, opérateurs, financeurs, évaluateurs, etc., que sous un même vocable, en quelque sorte, on parle de la même chose. Et donc, une structure de recherche répond à la même définition partout. Donc, ce travail-là, il a commencé autour des structures de recherche, hein, par le référentiel des structures de la recherche, on y reviendra. Et il va s'étendre ensuite sur d'autres données du type RH ou finance. Et là aussi, c'est parlons le même langage, définissons quel est le socle vraiment commun de données. Il ne s'agit pas de tout partager avec tout le monde et n'importe comment, mais entendons-nous sur ces principes-là. Et là, on voit bien qu'on renverse en fait complètement le paradigme. Jusqu'à présent, les problématiques étaient vues sous l'angle technique, donc comment avoir des mêmes outils pour mieux s'interconnecter, en gros. Et là, on part des principes en disant, entendons-nous sur ce qu'on a envie de partager, sur quelle modalité, avec quel vocabulaire, et après, travaillons avec toutes les possibilités qu'offrent les identifiants.
Donc les actions qui ont été identifiées, hein, vous les connaissez, donc ça tourne principalement autour d'Orchid. Et un groupe de travail dédié avait produit des recommandations nationales pour harmoniser la manière dont les profils Orchid sont renseignés, notamment pour ce qui concerne l'affiliation. Et là aussi, on tend vers des alignements de pratiques. Et puis ensuite de voir bien sûr de quelle manière on peut intégrer ces identifiants dans les systèmes d'information institutionnels. Si on prend un exemple, l'exemple d'Orchid, dans le cadre du futur fonctionnement de Ernest, on est donc avec notre chercheur qui va renseigner une seule fois son profil Orchid, hein, donc les affiliations, la formation, les travaux, etc., les projets auxquels il est lié, surtout donc son rattachement institutionnel. Et là, son rattachement institutionnel via son établissement hein, peut être certifié. Et donc là, on a un lien qui se fait également entre Orchid et ROR. Et comme l'Aurore et Ernest seront synchronisés, on aura une possibilité complète hein, de récupération des données. Donc on est là bien sur un gain de temps, la levée aussi de toute ambiguïté hein, d'homonymie ou d'affiliation, de vérification des affiliations, et là à nouveau confiance, vérité, etc. Et ça, c'est possible donc grâce aux identifiants Orchid, ROR, Ernest, hein, un peu ce triangle-là, donc Ernest qui va permettre le lien avec les identifiants, les structures d'affiliation et donc surtout derrière des données qui seront mises à jour en temps réel. Chloé, je te laisse passer sur la stratégie et la gouvernance. Je te remercie. Donc oui, après cette présentation de la stratégie dans sa globalité avec Véronique, un petit focus sur comment cette stratégie s'est co-construite et notamment co-construite pour mener et arriver à une gouvernance collaborative. L'idée étant vraiment de mettre en place cette stratégie avec les acteurs de terrain, pour les acteurs de terrain et par les acteurs de terrain. Donc, du coup, déjà, peut-être avant ah, attendez, hop, c'est parce que j'ai cliqué ailleurs. Hop, voilà. Donc, vous présentez la comitologie, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas tous au fait exactement sur cette question. Donc, c'est une gouvernance partagée, donc vous allez le voir. Donc, la stratégie circulation des données a un comité d'orientation identifiant et circulation qui a élaboré la feuille de route pour la globalité de la stratégie, hein, parce que je dis bien globalité, vous allez le voir, on va en effet faire un focus Ernest lors de cette présentation, mais comme le disait Véronique, on est en effet sur un scope qui est bien plus large, hein, puisque l'idée c'est la circulation de l'ensemble des données de pilotage, de suivi et de gestion de la recherche, que ce soit au niveau des unités, des établissements, établissements en tant que tels ou établissements tutelle, et également, bien entendu, l'ensemble des tutelles, dont le ministère. Donc, on a un comité d'orientation, identifiant et circulation, donc qui a une représentation des associations métiers, donc comme le disait Véronique avec la DBU qui a rejoint ce comité d'orientation stratégique, mais également des représentants d'organismes nationaux de recherche et des universités via UDIS et France Université. Donc, ce comité d'orientation est sous le comité de pilotage simplification nationale des GRI, hein, donc le comité de simplification qui a en charge l'ensemble des dossiers simplification, comme le disait Véronique en introduction. Je reviendrai pas dans l'ensemble des dossiers. Donc, ce comité d'orientation a donc rédigé une feuille de route qui se veut pragmatique, hein, donc feuille de route co-créée donc par donc l'ensemble des acteurs que j'ai cités et validée en comité d'orientation, en comité de pilotage national il y a, j'ai envie de dire, un petit peu plus d'un mois, fin mars dans mes souvenirs. Donc, qui comprend 4 points, hein, 4 principes de base. Donc, c'est s'appuyer sur des standards nationaux et internationaux. Donc, nos identifiants persistants, donc avec Ernest, le lien Ernest-ROR dont on va parler notamment aujourd'hui, mais également Orchid pour les contributeurs de la recherche, les DOI pour tout ce qui va être production et d'autres standards. Donc, comme le disait, comme on l'a dit, c'est également de construire un langage commun de la donnée, hein, donc un langage unique, compris et utilisé par tous les acteurs. Vous allez le voir, on va rentrer en détail sur ces questions-là pour les structures de la recherche, hein. Donc, en effet, on va s'appuyer sur des identifiants pour permettre la circulation, mais on va également créer ce langage commun là où il n'existe pas, ou là où on l'a stabilisé. Vous allez voir sur les structures de la recherche, hein, si vous suivez la recherche, vous savez qu'on passait
par exemple, tutelle associée, tutelle secondaire. Vous savez que tous les 5 ans, enfin voilà, on pouvait changer notamment avec le prisme du CNRS qui est très porteur sur ces questions-là, mais également un langage de commun, notamment pour les données de pilotage. Et bien, ça va être les données RH, les données financières, les données d'impact également. Autre principe donc très important, donc le respect de l'autonomie. On en revient aux précisions de départ de la présentation. Donc chaque établissement garde sa liberté sur les outils tout en s'alignant sur les standards communs de données, c'est-à-dire que on est vraiment sur les enjeux de circulation, de permettre une circulation, une communication sur ces données entre les différents acteurs sans rentrer dans la question des systèmes d'information qui restent propres à chaque établissement ou même au niveau des unités. Et on est avant tout sur une transformation métier, donc le pilotage par la donnée, le pilotage grâce à la donnée. Ce n'est pas un projet informatique, mais c'est vraiment une démarche métier qui vise à standardiser les données et surtout à mettre en place une gouvernance par la donnée au niveau des différentes étapes. Quand on dit feuille de route pragmatique, donc c'est une feuille de route qui a été rédigée à travers des cas d'usage. Donc on est vraiment pragmatique dans le sens que on est parti de cas d'usage précis du quotidien, que ce soit au niveau des équipes de recherche ou des unités et établissements porteurs tutelle. Donc là, vous avez les 6 cas d'usage qui sont la base de la feuille de route qui pourront évaluer, parce que la feuille de route a été rédigée, proposée, mais elle aura bien entendu une évolution au fur et à mesure que cette stratégie évolue. Donc, vous voyez qu'on a déjà un premier cas d'usage qui est l'alimentation automatique de l'espace chercheur du portail collectif appel à projet à partir d'Orchid, de HAL, de Recherche DataGouv. Cas d'usage qui va être mis en place à partir d'octobre de cette année, sachez-le, donc à partir des appels d'octobre, en fait, le chercheur aura la possibilité, c'est pas une obligation, mais aura la possibilité de se connecter avec son ORCID et de récupérer du coup l'ensemble des informations CV de son ORCID et de récupérer par la même occasion l'ensemble des éléments de ses publications et productions déposées dans HAL et jeux de données dans Recherche DataGouv. Dans des cas d'usage qui donc sont identifiés, mais dont la possibilité technique arrivera un peu plus tard. Donc, c'est alimenter automatiquement. Donc, c'est déjà le cas. C'est alimenter un profil ORCID à partir de HAL, mais réciproquement également. Et une collecte automatique par Odyssée, le SI évaluation des établissements depuis ORCID ou HAL. L'idée aussi est de laisser une autonomie aux établissements sur leurs données sources, selon comment elles sont organisées dans leurs établissements et quelle soit la source d'alimentation. Et pour les unités et les établissements, donc en tant qu'unité, bon, mais là c'est déjà le cas, mais bon, de pouvoir générer des listes automatiquement à partir de HAL et d'accéder aux données DSI des tutelles nécessaires pour l'évaluation, le suivi et le pilotage. Bien entendu, vous avez compris que l'idée, c'est que si les tutelles parlent toutes le même langage, et notamment, vous le verrez avec Ernest, identifient les structures et les unités de manière unique et univoque, les unités pourront récupérer les informations, notamment RH et financières, ce qui est nécessaire au niveau des évaluations de manière automatique, plutôt de redemander les informations et de devoir faire une compilation manuelle au niveau de chaque évaluation, de chaque demande des tutelles, ou au moment des DOR, par exemple, ou des campagnes d'emploi également qui, elles, sont annuelles. En tant qu'établissement, donc c'est d'accéder à un ensemble de minimal de données sur les moyens et les résultats des unités sous leur tutelle. On est, par exemple, typiquement, je donne un exemple, mais sur la consolidation du potentiel scientifique d'un établissement dans le cadre des campagnes d'emploi, connaître et avoir accès aux informations RH, par exemple, des unités sous leur tutelle, ou par exemple également dans les dialogues des comptes, qui, vous savez tous, passe en formule 100% depuis cette année pour les moyens. Et en établissement ou unité, un troisième cas d'usage identifié, c'est le suivi du parcours des docteurs grâce à leur profil ORCID, à savoir que donc ce cas d'usage va commencer à être réfléchi au niveau de la stratégie sur l'année 2026-2027 et il y aura des éléments plus précis sur les modalités de mise en place de ces éléments-là sur le courant de l'année prochaine.
Donc, pour en revenir un peu plus donc sur la communautologie qui descend, donc vous avez bien donc le comité de pilotage national, le comité d'orientation, et donc sous j'ai pas, voilà, excusez-moi, je me disais bien j'étais allée trop vite, voilà. Donc sous ce comité d'orientation, deux comités de gouvernance, de comités de gouvernance des structures. Donc un premier, alors je m'excuse. Ernest devrait être sous structure de la recherche, excusez-moi, il y a hop, un petit, l'ABES devrait être, je me suis, hop, petit, vous voyez que, donc voilà, l'ABES est sous comité de gouvernance des structures de la recherche. Donc on a deux comités. Donc ce premier a été là pour rédiger, élaborer le cadre de référence des structures de la recherche. Donc ce cadre de référence qui a permis de créer un commun sur la définition des structures de la recherche, leur définition, la mise en place d'une gouvernance partagée pour les structures de la recherche qui a donné lieu donc au cadre de référence dans lequel je rentrerai en détail après, et en second temps l'opérationnalisation dans Ernest qui lui est piloté par l'ABES. Et vous voyez en parallèle un second comité de gouvernance des données pour le suivi et le pilotage recherche. Donc ce comité de gouvernance qui a en charge l'élaboration de ce socle commun de données institutionnelles pour le pilotage, le suivi et la gestion de la recherche, qui sont l'ensemble des données que j'ai dit, RH, financières, données d'impact, et a également à sa charge la définition du rôle et d'organisation d'une gouvernance pour les données de la recherche dans les établissements, dont la mise en place des rôles, missions des administrateurs de données de référence, de l'ensemble des intendants, qu'elles soient structures, RH ou financiers, dont Véronique vous présentera plus en détail dans un second temps. Et nous avons ensuite, en appui à l'ensemble de cette communautologie, une cellule d'architecture qui vient en soutien sur tous les aspects d'urbanisation de la stratégie, d'urbanisation par rapport à Ernest, mais par rapport à l'ensemble des briques et des groupes de travail associés, qui sont donc par rapport au comité de gouvernance des structures de la recherche, et notamment un ensemble de groupes de travail qui a travaillé sur la conception d'Ernest et qui ont donc basé sur le cadre de référence des structures de la recherche, notamment fourni un grand nombre d'éléments nécessaires à la rédaction du cahier des charges. Donc je pense qu'un certain nombre d'établissements présents au jour d'aujourd'hui ont participé à ce travail. Donc travail qui est porté à en charge de l'ABES, l'ABES ayant la responsabilité opérationnelle d'Ernest. Le comité de gouvernance des structures de la recherche est sous le pilotage et la coordination des GRI au niveau stratégie de la stratégie. Et l'ABES il a été confié à l'ABES donc la gestion opérationnelle du registre qui va découler de ce cadre de référence. Et donc, en parallèle, en appui au comité de gouvernance des données pour le suivi et le pilotage de la recherche, on a un groupe de travail Circulation PID qui a notamment déjà donné des premières conclusions, comme le disait Véronique, sur les règles pour renseigner et mettre à jour les registres ROR pendant la phase transitoire et l'arrivée d'Ernest, et ORCID, et des recommandations pour la partie emploi des profils ORCID à destination des établissements, groupe de travail qui avait été à moitié, qui avait été sous le pilotage dont j'ai piloté avec ma fonction de coordinatrice nationale identifiant et données de pilotage recherche, et qui était composé de membres du COMEX ORCID et de membres DGT Conception. Donc, le comité de gouvernance, donc ça, je l'ai un peu déjà dit, mais donc c'est bien le comité de gouvernance des structures de la recherche, donc c'est une identification de leur objectif, une identification univoque, excusez-moi, des structures de la recherche. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, selon les tutelles, chaque tutelle a son numéro d'identification pour les unités. On peut avoir des unités avec 5, 6, 7 numéros d'identification. Bien sûr, l'idée est d'avoir une identification unique et univoque, et donc de disposer d'un registre national synchronisé avec ROR, qui sera cette source de vérité unique pour les structures de la recherche au niveau français. Et donc, en parallèle, ce comité de gouvernance des données de suivi et de pilotage qui permettra d'y disposer d'un socle commun de données institutionnelles de référence avec une standardisation pour les données RH financières, projet, impact.
Pour faire un petit focus sur Ernest, hein, qui est quand même voilà le socle sur la question qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, ça sera le registre de confiance donc pour nous, pour la France, en complémentarité du ROR. Donc, ça sera bien l'idée, c'est de se baser, comme on le disait, l'identifiant pivot sera ROR comme identifiant international et on y adosse Ernest en tant que registre français pour pouvoir prendre en compte et gérer la complexité du paysage national. Hein, comme vous le savez tous, ROR permet une liste de métadonnées un peu pauvre par rapport à notre structuration française et Ernest va pouvoir en parallèle gérer la finesse de nos structures par rapport à leur tutelle, mais par rapport également à leur historique. Hein. Vous savez, à chaque projet quinquennal, on peut avoir des modulations sur nos unités de recherche. La question de leur granularité, de leur spécificité, hein, par rapport, par exemple, aux équipes projet INRIA, hein, si je donne un exemple, permettre une gouvernance nationale de ces données d'identification des unités de recherche et des structures de la recherche plus largement. Hein. Comme vous le voyez, on n'a pas seulement un registre, hein, on a un registre qui est gouverné par un comité de gouvernance qui permettra aussi son évolution au plus près des besoins. Donc, on l'a vraiment, ne pas oublier qu'Ernest n'est pas seulement un registre, hein, c'est un registre qui est gouverné et ça, c'est vraiment l'importance dans cette stratégie. Bien sûr, qui est basé sur un principe d'interopérabilité avec l'ensemble des acteurs concernés, un alignement sur OR et qui permettra une meilleure représentation de la recherche française dans les bases de données internationales. Donc, juste pour vous raconter l'histoire sur un petit peu l'arrivée d'Ernest, voilà, très rapidement, mais n'hésitez pas à poser des questions par la suite. Hein. Donc, comme je le disais, Ernest est basé sur le cadre de référence des structures de la recherche. Donc, comment s'est construit ce cadre de référence commun? Donc, il s'est construit dans le cadre de ce comité de gouvernance à partir de l'ensemble des acteurs présents, où il y a eu tout d'abord très simplement une cartographie, un état des lieux de l'existence de l'ensemble des structures de la recherche. Hein, donc, bon, nos fameuses UMR qui sont un peu classiques, mais également les unités donc, de projet INRIA, les laboratoires transfrontaliers, les LabCom, les LabEx, enfin voilà, les UMR ensemble, voilà, un état des lieux qui a donné une classification commune des structures de la recherche, hein, où on arrivait dans un premier temps à dire nous avons des unités de recherche, nous avons des entités de recherche, des entités avec de l'appui scientifique, hein, si je pense au MSH par exemple. On a aussi des entités administratives avec des UAR aussi. Donc, on est arrivé voilà, à une classification commune pour essayer de commencer à élaborer, comme on disait, un langage commun hein, qui a donné voilà, ce terme entité avec différentes missions afin de permettre une représentation fine, exhaustive, mais non redondante des différentes typologies avec un langage commun qui est arrêté à terme pour l'ensemble des, par exemple, tutelles principales et tutelles associées qui seront utilisées dorénavant pour qualifier les tutelles des unités ou, par exemple, tutelles participantes. Il a également été travaillé sur la question du cycle de vie hein, pour pouvoir mettre en place une filiation, une historicisation des vies de ces structures de la recherche, quand des unités fusionnent, quand une unité absorbe une autre unité, quand une unité meurt. Voilà. Pour avoir aussi un langage commun et les ruptures nettes et vraiment mettre en place des éléments forts et déterminés et communs et partagés par tous. Et bien sûr, des métadonnées descriptives, des métadonnées de relation entre nos différentes structures de la recherche et les établissements tutelle. Donc, c'est ça qui a donné, c'est tout ce travail commun collectif qui a duré une année. Je tiens à le préciser, qui a engagé une vingtaine d'établissements, des établissements représentant des associations universitaires, les organismes nationaux de recherche également, les directions d'appui à la recherche, de valorisation, d'innovation également, qui a donné naissance à ce cadre de référence structure de la recherche, qui est donc, j'ai envie de dire, la pièce maîtresse et ce qui a permis donc la préparation d'Ernest, parce que Ernest est donc l'opérationnalisation de ce cadre de référence. Et donc, l'idée était d'enrichir, en fait, des données descriptives et la visibilité de nos structures de la recherche tout en préservant l'alignement avec ROR. Donc, ce cadre de référence dont la dernière version finalisée, qui pour être tout à fait franche, va être validée en comité de gouvernance des structures de la recherche vendredi qui arrive, sera communiqué après les vacances.
On pourra en revenir à la fin de ce webinaire sur la question des documents de cadre de cette stratégie et de leur communication. Donc, comprend l'ensemble des types d'objets, les établissements, les entités, mais également les relations, comment on relie en fait les établissements aux entités, aux établissements tutelles, aux établissements hébergeurs, par rapport aux collaborations, toute la question de l'historique, cycle de vie, filiation, les règles de qualité pour les données, et également tout ce qui va être rôle et responsabilités qu'on parlera en dernière partie de ce webinaire. Pour faire un petit focus sur Ernest, donc il y a eu pour sa conception 5 groupes de travail sous la responsabilité opérationnelle de la BES. Donc la BES a mené ce travail autour de 5 groupes de travail. Donc vous avez les précisions sur la slide, mais vous verrez que l'ensemble des éléments, enfin voilà, l'ensemble des facettes pour la mise en place, et notamment la rédaction du cahier des charges, ont été travaillées à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la gouvernance opérationnelle d'Ernest à terme avec les établissements, tout ce qui est modèle de données, flux d'alimentation, fonctionnalité, restitution ou la préparation de la migration pour commencer à alimenter Ernest avec les éléments déjà existants. On a un calendrier également comme la feuille de route progressif. Donc là, c'est un calendrier sur l'intégralité de la stratégie où 2025 a vraiment consisté à poser les fondations. Donc, vous voyez, en fait, le début du travail a commencé sur le second semestre 2024 pour la mise en place et la préparation, avec un début en 2025 avec une feuille de route, le cadre de référence, la première version du cadre de référence, qui s'est poursuivi en 2026 avec les recommandations ORCID, le cahier des charges, la rédaction du cahier des charges avec une validation soumise au comité de gouvernance des structures de la recherche ce vendredi également, et le lancement du travail sur le socle commun des données dans le cadre de ce second comité de gouvernance. L'année 2027 étant plus liée sur l'engagement, c'est-à-dire la réalisation de l'Ernest. Attention, nous sommes sur un calendrier provisionnel, donc prévisionnel, excusez-moi plutôt. Donc l'idée étant de commencer à travailler sur Ernest et la réalisation en courant 2027, et toujours un travail continu sur le socle commun des données pour permettre d'un début 2028 d'avoir un déploiement de la stratégie dans sa globalité, que ce soit avec Ernest pour l'identification unique et univoque des structures de la recherche qui permettra ce pivot de communication entre les entités et leur tutelle, également ce socle commun des données qui permettra d'alimenter cette communication des données. Sur Ernest, plus précisément, les prochaines étapes, donc comme vous le voyez, sur 2026, le premier semestre a été consacré à la rédaction du cahier des charges, donc avec, on l'espère, une validation par le comité de gouvernance, donc ce vendredi, comme je vous disais. Une seconde phase qui va commencer sur le dernier semestre avec une analyse de la solution Synapse. Donc, dans le cadre de la feuille de route du comité de pilotage simplification au niveau national, il a été émis le principe que pour la mise en place et la création d'Ernest, il y aurait une analyse prioritaire de Synapse, outil logiciel de l'AMU, avant de partir sur toute autre possibilité. Donc, il va y avoir une analyse de cette adéquation qui va être menée par la BES en tant qu'opérateur de ce référentiel, et en parallèle, une relance du GT Migration pour préparer la migration des données à terme dans ce logiciel, et un développement de la solution aujourd'hui, prévisionnellement, je tiens à répéter ce terme haut et fort, sur l'année 2027. Je repasse la parole à Véronique sur la question des rôles et un petit focus sur les rôles et responsabilités. Alors, merci Chloé de préciser qu'à ce stade-là, effectivement, aucune décision d'ordre technique n'a été arbitrée, et pour essayer effectivement de gagner du temps, de voir si on peut aller vers Synapse, même avec des développements ou une autre solution. L'idée était vraiment d'étudier dès cet été cette possibilité-là pour voir si elle pouvait être ensuite mise en œuvre, ou si au contraire il fallait partir sur carrément autre chose. Ce qui est important aussi de préciser, vous pouvez avoir l'impression que le calendrier est très long.
En réalité, ce calendrier, c'est la conséquence vraiment directe de l'ensemble et de la multiplicité des acteurs qui interviennent dans le projet. Et c'est un choix vraiment assumé, on va dire, un peu de socler toutes ces étapes en mettant les acteurs autour de la table et en s'accordant bien étape par étape, en faisant valider à chaque niveau par les partenaires autour de la table et ensuite par l'ensemble des comités. Et on voit, on remonte au comité de pilotage simplification. Il y en aura un la semaine prochaine où on va présenter ce qu'on vous montre là, en fait, hein, le calendrier global d'Ernest, la mise en place des administrateurs de données de référence dans les établissements, etc. Et donc, on s'assure bien que l'ensemble des parties prenantes, les ONR, les universités, l'ANR, HCERS, etc., comprennent bien la même chose et aillent bien dans la même direction. Et ça nous semble vraiment fondamental pour ensuite, effectivement, s'accorder sur les aspects plus techniques qui sont, on le sait, toujours très complexes, mais au moins, là, sur les principes, ils sont admis par tous et tout le monde vraiment s'accorde sur la direction dans laquelle avancer. Alors, pour effectivement quelques mots sur les rôles et responsabilités tels qu'ils se dessinent. Euh, Parce qu'en fait, effectivement, on va mettre en place Ernest, mais l'idée, c'est de prévoir une organisation qui va fonctionner au-delà, évidemment, du mode projet. C'est pas mettre en place Ernest, on y fait migrer les données, on valide que tout est bon, et puis on s'en désintéresse, et on risque d'arriver à ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire des outils, référentiels, registres, qu'importe, qui ensuite périclite avec des données qui ne sont pas mises à jour. Et cette transformation métier de pilotage par la donnée dont parlait Chloé, en fait, qui ne se mettrait pas concrètement en place. Donc, l'enjeu, il est bien là de définir ce fonctionnement pour mettre la donnée au centre du pilotage des tutelles et des établissements. Euh, donc ce projet-là, on l'a vu, ça va dépasser tous les cadres habituels des systèmes d'information pour engager vraiment les gouvernances des établissements, mais aussi, et on insiste là-dessus, l'ensemble des métiers de la recherche et l'ensemble des métiers qui gravitent autour de la donnée et qui sont acteurs de la donnée. Et c'est là où pleinement aussi les bibliothèques ont leur rôle à jouer. Donc aujourd'hui, le rôle des établissements, ça va être bien sûr s'engager sur ces standards communs. Et encore une fois, on est sur des standards communs. Ça ne veut pas dire que tout est commun. On s'accorde encore une fois sur ce qu'il est vraiment important de partager et le vocabulaire commun à adopter. Les établissements, évidemment, on en a besoin pour mobiliser les acteurs au bon niveau, donc tous les acteurs de la donnée, de la gouvernance stratégique à l'opérationnel dans les établissements. Évidemment pour participer aux dynamiques, à l'ensemble de la dynamique nationale, et puis adapter progressivement leur récit, toujours dans ce respect du principe de l'autonomie des établissements. Donc, une des clés de la réussite de ce projet-là, même si tout le monde s'accorde autour de la table, c'est bien qu'on avance sur une certaine coordination et qui est fondée aussi sur la confiance et l'acceptation de ce rythme un peu collectif. C'est-à-dire que oui, ça prend du temps. Oui, le calendrier n'est jamais le bon et n'est jamais le bon selon les établissements et les préoccupations institutionnelles ou locales. Mais là, c'est un calendrier collectif pour dépasser vraiment ces solutions locales qui restent fragmentées au profit d'un cadre partagé. Et toute cette transformation-là, elle s'accompagne de l'émergence d'un rôle clé au sein des établissements, qu'actuellement on qualifie d'ADR, c'est-à-dire administrateur de données de référence pour les données de pilotage vraiment recherche. Et c'est cet ADR qui va être chargé de structurer et de coordonner la gouvernance de ces données institutionnelles de pilotage dans les établissements. Alors, ce dont vous a parlé jusqu'à présent porte donc sur les données institutionnelles, donc celles qui permettent de suivre, de gérer, de piloter la recherche. Mais vous le savez bien, toute l'attention en fait autour de la donnée, elle s'est d'abord manifestée dans le domaine vraiment des données de recherche. Et la nécessité avait été vraiment de définir une stratégie sur les données de recherche pour couvrir un peu tous les enjeux d'ouverture, de partage, mais aussi de valorisation, de protection. On n'est pas que sur une politique de sciences ouvertes, on est vraiment sur une politique autour de la donnée de la recherche. Et ça avait conduit plusieurs établissements à mettre en place des administrateurs de données de recherche, algorithmes et code source, les fameux ADAC. Et donc les ADAC qui sont organisés en réseau national sont chargés à leur niveau d'élaborer les principes de gouvernance des données de la recherche dans leur établissement et de proposer à leur établissement des orientations en matière de gestion, ouverture, partage, valorisation, etc., etc. Ça veut dire qu'ils interviennent normalement au plus près de la gouvernance scientifique de leur établissement.
Donc, le profil généralement recherché pour les fonctions d'ADAC, hein, on a souvent quand même des scientifiques qui ont une expérience d'encadrement ou de management, ou en tout cas un membre ou un proche de la gouvernance de l'établissement, qui de facto a une bonne connaissance quand même de l'organisation et de la stratégie scientifique de l'établissement. Et donc là, on va construire un dispositif avec une logique comparable autour de ces données institutionnelles de référence. Ça veut dire en clair, un réseau national d'ADR coordonné par la DGRI et donc qui va réunir les administrateurs de données de référence dans les établissements. Et ces administrateurs de données de référence vont être chargés d'accompagner la gouvernance des données institutionnelles de pilotage au sein des établissements. Et on voit bien qu'à l'articulation entre ces deux grands ensembles de données, hein, donc données de la recherche, données institutionnelles de référence, on a nos fameux identifiants persistants qui restent hein, les éléments essentiels pour la circulation, l'interopérabilité et surtout la fiabilité des données. Alors, à quoi ressemble ou ressemblerait un administrateur de données institutionnelles de référence, donc un peu le profil type tel qu'il va être demandé aux établissements hein, de l'identifier, de le mettre en place pour entrer dans la phase concrète et opérationnelle d'Ernest. Alors, les données, là, enfin, ce que je vais vous présenter, ce sont des éléments qui sont issus de discussions validées lors d'une séance de début juin de mémoire du comité de gouvernance. Hein, là aussi, pareil, on socle, on s'assure qu'on comprend tous la même chose derrière cette terminologie d'ADR. Donc l'ADR exercera une fonction qui va nécessiter forcément, hein, vous vous en doutez de ce qu'on a pu présenter jusque-là, une forte légitimité institutionnelle et une bonne connaissance de l'écosystème de la recherche et des enjeux liés à ces données institutionnelles. Donc ça veut dire un positionnement qui implique un rattachement, soit hiérarchique, soit fonctionnel, on n'est pas allé dans ces détails-là, mais en tout cas un rattachement aux missions de recherche et d'innovation et avec des responsabilités qui porteront principalement sur le pilotage, bien sûr, de ces données institutionnelles de référence. Ça va aussi être une responsabilité sur la garantie de la qualité et de la fiabilité de ces données et bien sûr hein, de piloter l'organisation opérationnelle de la circulation des données au sein de l'établissement. Alors, ce rôle des ADR reste complètement à affiner, en particulier sur le volet du fonctionnement hein, de l'ensemble du processus de gouvernance des données dans les établissements. Mais on a quand même une organisation globale qui commence à s'esquisser et une organisation en 3 niveaux. Au niveau, bien sûr, gouvernance, au niveau pilotage, les ADR, et au niveau opérationnel. Donc, on est l'ADR au niveau vraiment stratégique. Au niveau opérationnel, on va trouver ce qu'on appelle pour l'instant, faute de mieux, un intendant de données de référence. Hein. Vous voyez bien aussi là le décalque sur la terminologie anglo-saxonne du Stewart. Et c'est cet intendant de données de référence qui concrètement sera chargé de mettre à jour les données dans Ernest, conformément toujours hein, au cadre de référence des structures de la recherche que vous a présenté Chloé. Et donc, préciser tous ces éléments, les retravailler, ça va être vraiment au cœur hein, du programme des prochaines instances hein, de toute la comitologie autour d'Ernest. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avancer de concert sur le projet, sur le volet technique, mais aussi sur son organisation dans les établissements. On voit bien que finalement, Ernest, c'est presque un prétexte pour induire des changements en profondeur dans la gestion des données. Donc tout ça, bien sûr, encore, on va l'affiner. Il est probable, très fortement probable qu'à l'issue du comité de pilotage simplification, un courrier émanant de la DGRI et de la DGCIP partira vers les gouvernances d'établissements, portant donc sur un ensemble de mesures de simplification. Et dans ces mesures-là, il sera demandé aux établissements de commencer à identifier un peu quelle pourrait être la personne type de l'administrateur de données de référence. Et là, notre idée est de commencer dès cet automne hein, à travailler avec ce réseau d'ADR, hein, même s'il n'est pas encore complètement constitué, mais là aussi de commencer à avancer pour que derrière, on puisse rentrer dans la phase vraiment opérationnelle d'Ernest. Alors, pour finir, peut-être un petit focus sur le rôle des bibliothèques, et vous en déduisez peut-être quand même, j'espère que dans tout ce contexte-là, les bibliothèques universitaires, et en tout cas l'ensemble des équipes hein, dans les SCD, jouent un rôle vraiment essentiel.
Vous connaissez tous ces sujets par cœur, hein, de fiabilité des données, des métadonnées, de circulation, de confiance, etc. Et on a vraiment besoin de l'expertise présente dans les SCD comme vraiment un levier, hein, pour garantir la qualité, la fiabilité d'un ensemble de données. Euh, Globalement, dans les équipes des SCD, il y a une implication déjà forte, hein, dans l'alimentation, la gestion des référentiels des chercheurs, voire des structures de la recherche, hein, pour veiller aussi à tout ce qui est qualité, normalisation, mise à jour, hein, gérer les alignements entre les différents référentiels. Et ce travail-là, il est actuellement peu visible, très souvent des gouvernances d'établissements. Pourtant, il est indispensable, hein, pour avoir des informations cohérentes, interopérables. Et nous, on connaît bien le contexte de la réutilisation aussi à l'échelle nationale ou internationale. Et là aussi, c'est une façon de mettre en lumière ce travail très invisible, parfois jugé très technique, très opérationnel, et de montrer toute l'importance que ça peut avoir dans les établissements et dans un plan d'ensemble d'une gouvernance par la donnée. On intervient aussi dans le signalement, la qualification de la production scientifique, hein, recensement des publications, des jeux de données, logiciels, etc. Derrière, ça inclut le contrôle, l'enrichissement, la normalisation des métadonnées associées. Et là, ça nous permet aussi de valoriser efficacement la production scientifique au sein des systèmes d'information, des établissements, mais aussi de l'ensemble des dispositifs nationaux. Et là, on voit bien aussi qu'avec les identifiants persistants, ce lien, encore une fois, entre la donnée institutionnelle de pilotage et la valorisation de la donnée de la production scientifique. Et puis, bien sûr, volet très, très important et que vous vivez au quotidien, c'est l'accompagnement des communautés scientifiques. C'est aider les équipes de recherche à gérer leur identité numérique, les accompagner dans le dépôt, dans le signalement de leur production, les sensibiliser aux enjeux de qualité des données. Et on sait que cet accompagnement-là, et vous en êtes vraiment la cheville ouvrière, c'est un facteur clé pour favoriser l'adoption des nouveaux dispositifs et encore une fois garantir la fiabilité des informations qui vont alimenter ces dispositifs. Donc dans la perspective d'Ernest, les SCD sont des acteurs, hein, de premier plan. Et on voit bien que l'ensemble en fait des travaux qui sont menés, hein, de longue date par les BU, finalement ça rentre pleinement, hein, dans ce processus, on va dire, de simplification, de qualité et de finalement de créer des services partagés au sein des établissements et au sein globalement plus national de l'ensemble de la communauté de l'ESR. Et on a peut-être été très long, non, je crois qu'on est à peu près dans le temps imparti. Et bien sûr, on va prendre vos questions. Merci beaucoup et merci à tous les participants et participantes à ce webinaire. Merci beaucoup Chloé et Véronique et voilà, Merci. à bientôt. Bonne Merci. journée. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.